13 heures à sonner, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, environ 3 mois encore de vacances pour les jeunes écoliers et élèves, moment propice pour toutes sortes de déviances comportementales. Vous suivrez dans cette édition quelques éducateurs donner des conseils aux vacanciers. C'est un liquide blanc aux saveurs uniques auquel on attribue de nombreuses vertus thérapeutiques. Dans un instant, les bienfaits du jus de coco. Et puis, le mouvement de contestation en Algérie est dans son 5e mois. Les personnalités politiques de l'opposition et organisations de la société civile réfléchissent à une sortie de crise avant les prochaines élections. L'attention. La communauté de l'église du christianisme Céleste d'Adjagbo était en nation de grâce ce dimanche 7 juillet. Cette fête des moissons a été l'occasion pour les fidèles célestes de remercier le Seigneur pour ses œuvres au sein de l'église. Suivez le reportage de Frédéric Espoir Romambou et de Fiacre Voitan. Dimanche d'apothéose à l'église du christianisme céleste paroisse mère Djezoulé Goada Diagbo. En effet, pendant toute une semaine, les fidèles venus de tous les diocèses du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont rassemblés pour magnifier les bienfaits de Dieu. Une semaine clôturée par un culte d'action de grâce et de bénédiction suivi de la vente de charité, la 14e du genre pour les fidèles du successeur d'Oshofa, le prophète Héron Xavier Gbedaï. À en croire le supérieur seigneur évangéliste Anselme Gandigbe, cette célébration trouve son essence même dans la mission confiée à Oshofa. Quand Papa Oshofa œuvrait en faisant l'œuvre que l'Éternel Dieu lui a confiée, les gens le traitaient de fou, de malade mental. Donc, c'est en rassemblant les gens, en sauvant, en guérissant, en prêchant, en partageant la bonne nouvelle, et comme l'Église est répandue dans le monde entier, que faut-il faire pour remercier l'Éternel? C'est ça, en réalité, la fête des moissons au sein de l'Église chrétienne céleste, il a obligé de remercier l'Éternel, de partager ce qu'il a avec ses frères, ses enfants qu'il a invités partout dans le monde entier. C'est pourquoi les fidèles du christianisme céleste attachés au prophète Héron Xavier Gbedaï, vieux, jeunes, enfants, femmes et hommes auxquels se sont ajoutés les devanciers, à l'image de Yao Kwasi, chargés de la paroisse de Daloa en Côte d'Ivoire, ont tenu à honorer de leur présence cette fête. Personne ne peut énumérer ce que Dieu fait de bien dans sa vie. Mais pour le peu qu'on puisse savoir que Dieu nous donne la vie, il faut lui être reconnaissant en célébrant au moins la fête de moisson qui est un temps de donner et de recevoir. C'est en donnant au Seigneur que, c'est vrai, d'aucuns pensent que être béni, c'est avoir de l'argent. Non, mais c'est au moins être en vie et puis avoir tous les membres de sa famille hors des maladies et autres difficultés. Ça aussi, c'est une chance de recevoir ça du Seigneur. Une fête qui a connu une particularité au cours de la vente de charité de cette année, comme nous l'explique le supérieur senior évangéliste Anselme Gandigbe. Les 7 articles que Papa Héron Xavier Gbedaï a fait sortir aujourd'hui pour marquer la spécificité de cette 14e édition, c'est pour nous recommander et nous dire que l'église du christianisme céleste n'est pas pour les humains, mais c'est une église venue des cieux et tout est basé sur le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu, le Père qui l'a missionné, lui a dit qu'il fait. La fête des moissons, en réalité, instaurée par le fondateur de l'église, n'est pas pour amasser des millions. Non, en réalité, ces objets, les 7 objets qui sont là en train d'être discutés par les fidèles, ne regorgent que des bénédictions. Et celui qui a eu la chance d'avoir un ou deux dedans est rempli de bénédictions dans sa vie. À noter que les fidèles qui se sont procurés de ces articles ont la ferme conviction d'avoir arraché des sources particulières de bénédiction puisque l'homme de Dieu a passé 7 jours durant pour sanctifier les divers objets.
Les jeunes en période de vacances se livrent à des activités de tout genre, qu'elles soient conformes aux règles de la société ou non. Et pour cela, il importe d'attirer leur attention sur les impacts de leurs actes en ces périodes de repos. Pour ce fait, 2 acteurs de l'éducation apportent leur pied à l'édifice en sensibilisant la jeune génération à bien gérer ce temps de distraction. Samson Oké, Fontenelle Sressou, Romaric Devochi pour le reportage. Les périodes de vacances représentent pour la plupart des jeunes l'occasion de se divertir, de mener des activités toujours dans l'optique de s'épanouir. Parmi ces activités figurent certaines qui ne sont pas conformes à l'éthique et à la morale dans la société. Quelques éducateurs tentent d'évoquer les raisons qui poussent les jeunes à la déviance durant les périodes de vacances. Si aujourd'hui on dit que les jeunes se versent dans la déviance, c'est tout juste pour dire qu'ils ne respectent pas les principes de la société. Parce que la société a des lois qu'on doit respecter. D'entrée de jeu, je dirais, c'est parce qu'ils sont inoccupés. Et quand l'esprit n'est pas occupé à une activité ludique, il y a des activités ludiques dans le sens à 100%, il y a des activités ludopédagogiques, si on veut parler dans le monde scolaire. Il y a aussi l'absence de bibliothèque où les enfants peuvent aller lire. Il y a tout ça qui font qu'il n'y a pas de centre de jeu, il n'y a pas d'activité ludopédagogique pouvant amener les enfants à bien passer leurs vacances. C'est ça qui les amène à la déviance. Il y a aussi l'éducation de base. Pour pallier à ces pratiques au niveau de la couche juvénile, il est opportun de trouver des activités de distraction qui entrent dans le cadre éducatif, spirituel pour mener à bien ces périodes de vacances. Nous avons plusieurs activités. D'abord, il y a les cours de vacances. Après les cours de vacances, je crois qu'il y a d'autres activités lucratives pour pouvoir joindre les deux bouts pour les apprenants dont les parents ont des revenus un peu moindres. On peut leur proposer des voyages. Ils vont sortir pour aller découvrir d'autres milieux, histoire de quitter le stress des cours, des examens, ainsi de suite. On a des jeux à l'africaine, le domino, les jeux de cartes, ainsi de suite, là, les jeux de billes, même les jeux de pétanque. Et s'il y a de spiritualité, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi pas? On peut amener les enfants. Si je vais à la mosquée, j'amène les enfants à la mosquée. Si je vais à l'église, je les amène. Si je vais à un lieu de culte, je les amène. Et il faut lire la parole de Dieu et la coller aussi à l'éducation. On peut orienter la vue de la télévision avec les enfants. Choisir les émissions éducatives qui passent à la télé. Les vacances ne constituent donc pas l'opportunité pour les jeunes de s'adonner à des pratiques pas commodes, mais c'est plutôt l'occasion pour eux de faire entre autres le bilan de l'année académique écoulée et d'élaborer des plans pour se ressourcer afin de mieux démarrer la rentrée prochaine. Depuis quelques jours, des voix des responsables étudiants ne cessent de s'élever contre les conditions de vie et de travail de leurs camarades. Ils protestent cette fois-ci contre la fermeture des restaurants universitaires prévus pour le 31 juillet prochain. Ils l'ont fait savoir devant leur mandat sur le campus d'Abomey-Calavi. Reportage. Les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, et ceux de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ont pris d'assaut quelques restaurants universitaires du campus d'Abomey-Calavi pour informer leurs camarades sur les décisions du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC. Ces responsables désapprouvent la décision des autorités de fermer les restaurants universitaires le 31 juillet 2019. Figurez-vous que les restaurants universitaires ont ouvert leurs portes seulement mi-avril dernier et jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 2 mois, 2 semaines de services offerts aux étudiants et qu'on nous dise que les restaurants universitaires vont fermer encore leurs portes un 31 juillet alors que l'année académique court 9 mois, il y a un véritable problème. Nous nous sommes dit qu'il n'en est pas question que les restaurants universitaires ferment leurs portes de cette façon. Encore que depuis que le service restauration a démarré, c'est un seul repas qui est servi aux étudiants par jour, au lieu de 3 repas par jour. Et toutes les démarches, toutes les tentatives que nous avons menées pour que véritablement le service de petit déjeuner, le service de dîner soit servi aux étudiants cette année ont été vaines. Les prévisions normales ne sont pas faites. Figurez-vous sur l'ensemble des 3 réseaux pour un déjeuner,
nous avons environ 2500 plats qu'il faut servir aux étudiants normalement. Mais jusqu'à ce jour, c'est pratiquement 1000 plats qui sont servis, ce qui fait que beaucoup d'étudiants, quand bien même ayant procuré un ticket, n'arrivent pas à entrer en possession d'un plat restaurant universitaire. Face à leurs camarades, ils expriment un ensemble de revendications et points importants relatifs au cadre de vie estudiantin. Le problème d'entretien. Jusqu'aujourd'hui, les camarades étudiants résidents ne bénéficient plus du service entretien. L'autre chose, il faut souligner que beaucoup de résidences sont restées fermées jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, autre que les résidences H canadiens, F canadiens, le COUS AC ne mène aucune démarche pour l'ouverture des autres résidences. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les camarades n'ont pas accès aux dotations, alors que dans les années antérieures, ils en bénéficient chaque fin du mois. Des dispositions sont prises par notre rédaction pour rencontrer les autorités en charge des œuvres sociales à l'université d'Abomey-Calavi afin de mieux comprendre les raisons qui motivent ces différentes décisions. Les opérations de curage des caniveaux menées dans la ville de Cotonou ces derniers temps sont très appréciées par les populations, mais elles souffrent de quelques insuffisances. Un regard attentif le long des principales artères de la ville, on remarque les tas d'ordures ramassées dans les 10 caniveaux. Mais malheureusement, ces derniers restent souvent là éternellement en attendant une autre opération de curage. C'est un constat fait par Linda Kao. La saison pluvieuse est la période choisie par les autorités de la municipalité de Cotonou pour procéder au curage des caniveaux. Cette opération vise à vider le sable et autres déchets des caniveaux. Une initiative saluée par certains citoyens de la capitale économique du pays, Cotonou. Je vois que ce travail a été bien fait, puisque sans ce travail, quand le caniveau se remplisse avec des herbes comme ça, avec des sables, donc quand il va pleuvoir, l'eau ne peut pas bien circuler dans le caniveau. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps. Sans quoi, s'il pleuvait, tous les sables vont encore rentrer dans les caniveaux. Et ce qui est bon dedans, s'il pleut là, la pluie là, ça reste sur la voie. Et ça dérange les gens, les piétons ou les voitures ou les motos. Donc comme ils ont fait pour dégager les caniveaux là, c'est très bon. Ce travail qui se fait au début des premières pluies constitue parfois une source d'insécurité routière, d'insalubrité aux abords de certains axes. Les boues issues des caniveaux sont laissés à l'air libre. Ici, à Védocor, les caniveaux de la voie pavée menant vers le marché ont été curés et la boue laissée sur place, occasionnant aussi des glissades, des chutes de motocyclistes. Situation identique à Zogbo, la voie menant vers l'église de Midedji. Les citoyens s'en désolent. Il y a les déchets sur le caniveau, mais c'est pas bon, ça sent même. Ça va donner les maladies aux populations. On demande à notre président de voir ce qui se passe avec nous. Au moins s'il veut ramasser, au moins en même temps Ben serait prête et on ramasse en même temps, on met dedans. Sinon ça là, les enfants vont tomber malades. Même nous-mêmes, les mamans vont tomber malades parce que ça sent. S'ils ont curé, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps. Vivement que les autorités écoutent le cri de cœur de ces populations pour qu'à l'issue de l'opération, les déchets soient ramassés dans les brefs délais pour la santé des citoyens et la sauvegarde de l'environnement. Actualité en dehors du Bénin, la zone de libre-échange continentale africaine, lancée dimanche lors du sommet de l'Union africaine à Niamey, peut être un pont vers la paix, déclare à l'AFP Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Suivez plutôt. Je pense que ce qui est vraiment important maintenant, c'est de faire le pont entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Si l'on regarde les fruits à portée de main, ces pays qui peuvent se déplacer plus rapidement que d'autres. Et je pense qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, il faut s'efforcer d'obtenir l'adhésion des pays, d'abord pour produire la plus grande zone commerciale et les possibilités de production. Et maintenant, il faut d'abord s'occuper à l'intérieur
l'Ukraine et à l'Est, des mesures à prendre pour y parvenir. Donc le Nigeria et le Bénin qui arrivent à la fin hier, l'Érythrée a dit qu'elle ne resterait pas derrière. Je pense que vous avez un continent en mouvement. Dans chaque cas, il s'agit d'exclusion. Il s'agit de causes profondes où il y a des jeunes qui n'ont aucun espoir, où les structures gouvernementales ne fonctionnent pas, où les économies n'ont pas les gens avec elles. Je regarde les pourcentages de ce qui est consacré à l'aide humanitaire et de ce qui est consacré au développement et nous devons inverser cette tendance. Si nous pouvons investir ce genre d'argent, nous devons investir dans le rétablissement de la paix, mais nous devons aussi envisager le développement en même temps. Nous ne pouvons pas choisir entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, nous devons le faire en même temps et de toute urgence. Le mouvement de contestation en Algérie est dans son 5e mois. Je vous en parlais en début d'édition. Les personnalités politiques et de l'opposition et organisations de la société civile réfléchissent à une sortie de crise avant les prochaines élections. Pendant ce temps, des craintes persistent sur l'impact de la crise sur l'économie du pays. Reportage. À voir les rues d'Alger-la-Blanche, on en viendrait presque à se demander si le pays traverse bien une révolution. Les mouvements populaires ont toujours été accompagnés de dégâts matériels, de mouvements de grève, de baisse de la productivité ou encore de retrait d'épargne dans les systèmes bancaires. De ce point de vue, l'Algérie semble faire exception et contredit toutes les analyses des spécialistes. Alors que le ministère de l'Industrie annonce une perte de plus d'1 milliard de dollars, les spécialistes et analystes remettent en cause ces chiffres. Comme beaucoup d'Algériens, Mohamed Demiche observe de près ce mouvement national. Pour lui, la situation économique du pays était déjà très fragile. Un ralentissement n'est pas à écarter, surtout en provenance des ménages et des investisseurs étrangers. Quels impacts ont ces soulèvements populaires sur la situation économique en Algérie ? La situation économique algérienne, elle était critique avant le soulèvement. Plusieurs experts ont crié au fort que la situation économique de l'Algérie, vu la politique qui a été menée, notamment en matière de gestion des investissements, gestion des réserves d'échange, elle était déjà critique. Il n'y a pas une visibilité. Les gens préfèrent faire des épargnes, préserver leur épargne actuellement, afin que les choses s'éclaircissent mieux. Et c'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour l'économie dans les deux côtés, quelle que soit la demande locale ou aux yeux des investisseurs étrangers et des fournisseurs étrangers, parce que même les fournisseurs étrangers n'ont pas confiance actuellement en l'économie algérienne. Donc certainement, s'ils veulent travailler avec les opérateurs algériens, ils vont augmenter les coûts et avoir plus de garanties. Augmentation des coûts avec la dévaluation de la valeur du dinar algérien, ça va augmenter encore les prix des produits et services sur l'économie algérienne. Il est 10h30. Dans cette entreprise, leader nord-africain dans le secteur de l'industrie électronique, les machines tournent à plein régime. À 45 minutes à l'est d'Alger, Ali Boumedienne passe en revue les différents postes de montage. PDG du groupe Bompard Compagnie, il commercialise depuis plus de 18 ans les téléviseurs, tablettes ou encore smartphones de la marque Stream System, une activité en pleine croissance, essentiellement axée sur l'international. Pour lui, le constat est clair, malgré une légère baisse de la consommation, ce soulèvement n'aura aucun impact sur son activité et même pourrait renforcer l'image de l'Algérie à l'étranger. Il y a toujours une stabilité. C'est-à-dire on a une certaine crédibilité comme entreprise avec nos partenaires. On est en train d'augmenter déjà les chiffres. Au contraire, on est en train de préparer l'extension pour aller vers 100 000 pièces, c'est-à-dire carrément de fabriquer 1 million de pièces à l'année prochaine. Une augmentation de la productivité et de la compétitivité qui devrait, selon Ali Boumedienne, être accompagné d'un réel changement des politiques économiques et industrielles en Algérie. D'abord, il faut libérer les opérateurs. 1. 2. Si on parle aujourd'hui de cette filière, il faut créer d'abord un cahier des charges. Un cahier des charges bien déterminé, avec une vision bien claire. Nous, on a déjà anticipé. Sincèrement, si par exemple demain, il y aura par exemple un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre de l'Industrie, un nouveau ministre de Finances, un nouveau ministre de Commerce, je suis prêt de faire une démonstration, de parler notre historique. Pourquoi on a déjà commencé en 2000 de fabriquer les produits. Pourquoi on a quand même passé une souffrance terrible. Imaginez, vous êtes en train de faire un produit où il y a de la concurrence déloyale. Déloyale, là, c'est le mot. Hein.
Vous êtes en train de chercher des solutions pour financer le projet, voire négocier avec les banques, voire négocier avec les fournisseurs et les partenaires, faire tout un travail pour convaincre un opérateur étranger de dire « Ok, j'accepte par exemple de coopérer avec vous et de faire un transfert technologique ». Mais après, en face de vous, il y a un bureaucrate qui dit « Mais non, il faut respecter tel ça et tel ça ». Chaque vendredi depuis le 22 février, des millions d'Algériens s'engagent pour écrire une nouvelle page de leur souveraineté. Malgré une inflation et un ralentissement de la production à l'échelle nationale, cette lutte pour un idéal de justice sociale et de gouvernance responsable incarne un renouveau pour l'économie du pays. Que deviennent les vêtements déposés dans les bornes du relais en France? 1 sur 10 sera revendu dans l'Hexagone, un autre expédié dans les pays d'Europe de l'Est et 4 sur 10 se retrouveront sur les marchés africains. Reportage. Des sacs, encore des sacs. Chaque jour, 30 tonnes de textiles transitent dans cette antenne du relais près de Soissons. Reconnaître, trier selon la matière, l'état, la destination, c'est un coup à prendre. « 140 personnes donnent ainsi une seconde vie à ces pantalons, chemises ou blouses. 10% sera revendu dans un magasin de l'antenne en France, 10% sera réexpédié dans l'Est de l'Europe, 40% en Afrique. Le reste sera à proprement parler recyclé. Quelques difficultés techniques par rapport à cet élément. Ce journal se poursuit. La Norvège a beau être le plus gros producteur de pétrole d'Europe de l'Ouest. Elle a pour ambition que dès 2025, toutes ces voitures neuves soient des modèles zéro émission. Les voitures électroniques ont tant la cote en Norvège qu'une entreprise de pompes funèbres s'y est mise à son tour et propose de rejoindre son ultime demeure dans un élégant corbillard. Être écolo jusqu'à la tombe. Avec son nouveau corbillard électrique, cet entrepreneur de pompes funèbres norvégien propose désormais un voyage écologique jusque dans l'au-delà. En Norvège, les véhicules électriques font déjà partie de la culture. Oddborg Jarlstad y a vu une opportunité pour son commerce. Certaines personnes aiment être respectueuses de l'environnement. Nous avons des exigences de la part de nos clients et nous pensons pouvoir y répondre avec cette voiture. Grâce aux généreuses subventions de l'État, le nombre de véhicules électriques sur les routes est en hausse. Pour la première fois, plus de la moitié des véhicules vendus en mars fonctionnent avec des batteries plutôt qu'au carburant. La demande de voitures électriques est en forte croissance en Norvège en ce moment. Donc les ventes augmentent et nous espérons avoir déjà une part de marché de plus ou moins 50% en 2019. Mais ces mesures ont un coût considérable. Avec un parc automobile de plus en plus propre et donc de moins en moins taxé, les recettes fiscales liées à la voiture ont baissé de 2,6 milliards d'euros depuis 2007. Mais il y a de nombreux autres coûts sociaux liés à la conduite d'une voiture. Les embouteillages, les accidents, le bruit. Et à cet égard, les différences sont minimes, quel que soit le type de voiture. Certains avantages spécifiques disparaissent déjà. Les péages et le stationnement public ne sont plus gratuits. Les voitures électriques continuent néanmoins de séduire les particuliers dans un pays où la majorité de l'électricité est propre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur les différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.